Dai Moulamba, la mort m'attendra. Alertées par les cris des enfants, les mères s'avancent à leur rencontre, visiblement paniquées elles aussi, et récupèrent leur progéniture. En quelques secondes, l'indolence de ce début de soirée fait place à une véritable ébullition. Les portes claquent. Ceux qui ont la chance d'avoir des volets les ferment précipitamment. Les autres se claquemurent comme ils peuvent dans leurs cases. Et de chaque habitation, sourd ce long mugissement épouvanté qui ne semble jamais devoir s'arrêter et qui enfle à chaque seconde. Mutumbula, Mutumbula. Dehors, des hommes ont commencé à se regrouper avec des armes de fortune. Qui une fourche, qui un bâton, qui un balai. Cette armée de briques et de broc se met en marche et prend la direction de la rivière, prête à en découdre avec le Mutumbula. Ce croque-mitaine, ce cannibale, blanc, mangeur d'enfants noirs, qui hante leur nuit depuis toujours, n'aurait jamais dû venir menacer leur foyer. Ils vont vaincre leur peur, faire front et venir enfin à bout de cet ennemi invisible. Ils ne l'ont jamais vu, mais leur père et leur grand-père, comme tous les marabouts du Kasaï, leur ont souvent raconté, le soir à la veillée, qu'ils pouvaient croquer un bébé d'une seule bouchée. Ils sont désormais une cinquantaine, et leur bataillon grossit de ruelle en ruelle. La rivière se rapproche, la cadence ralentit, et bientôt le groupe s'immobilise. Le Mutumbula est là, à moins de 100 mètres devant eux. La lune s'est levée, et la créature, comme si elle était en transe, virevolte, s'ébroue, file sur la berge d'une fourrée à un autre. D'un fourré à un autre. Son allure est féline. Sa vélocité saisissante, sa grâce surnaturelle. Les armes sont baissées, les voix se sont tues. Les hommes sont ensorcelés par cette vision surnaturelle. Soudain, le Mutumbula semble remarquer leur présence et s'immobilise à son tour. Il se retourne, leur fait face, les toise et part d'un immense éclat de rire qui vient déchirer la nuit. Je vous ai eu, je vous ai eu, je vous ai eu. Les hommes se dévisagent, interloqués, avant de porter à nouveau leur regard en direction du Mutumbula. Mais il a disparu. Face à eux, il ne reste qu'un gamin de 10 ans, enveloppé dans un drap blanc, plié en deux, se tordant littéralement de rire, suffoquant de bonheur, d'hilarité, et visiblement très fier d'avoir joué un si joli tour. Un homme sort enfin du rang, un bâton à la main, qui ne rit pas du tout. L'œil noir, le visage fermé, il ne semble absolument pas goûter la plaisanterie. « Pierre Moulamba, rugit-il, viens par ici. » Le gamin se fige. « Oui, papa Georges. » Pierre s'avance vers lui, d'un pas mal assuré, plus très sûr finalement d'avoir réussi son coup. Il s'immobilise devant son père, tête baissée, tremblant désormais de la tête aux pieds, prêt à recevoir une punition. « On ne plaisante pas avec le Mutumbula, » articule solennellement le paternel, avant d'asséner une volée de coups de bâton sur l'arrière-train de l'enfant, de l'attraper vigoureusement sous le bras et de partir à grandes enjambées. Le groupe lui emboîte le pas. Les hommes ont l'air un peu gauches, ne sachant plus que faire de toutes leurs armes, bien dérisoires, pour défier l'humour démoniaque d'un enfant de 10 ans. Dans le faubourg de Ndécha, les portes se rouvrent, les lumières se rallument, les femmes et les enfants sortent de leurs abris, venant grossir les rangs. Ils sont bientôt plusieurs centaines, formant une longue procession. Tous se demandent quel sort Georges Moulamba va réserver à son farceur de fils. Le cortège s'immobilise enfin devant la maison des Moulamba. Une bâtisse en ciment, avec 6 fenêtres, des persiennes, 5 pièces, un toit de tôle et une double porte d'entrée en bois qui fait la fierté du quartier. Sur le pas de la porte, Papa Georges, qui tient toujours fermement le petit Pierre contre lui, se retourne et harangue vertement la foule. « Rentrez chez vous maintenant, c'est fini. » Comme à l'habitude, quand il prend la parole, tout le monde obtempère. Le calme revient dans Ndécha. Cette nuit, pour la première fois depuis bien longtemps, tous vont dormir d'un sommeil qui ne sera pas entrecoupé de terribles cauchemars peuplés d'anthropophages. Le mythe a fait long feu. Ce soir, le Mutumbula est mort.
Mais une autre légende vient de naître, celle d'un petit garçon de 10 ans qui court plus vite que les ombres. Le Louabourg, province du Kasaï occidental, République du Congo, dimanche 2 octobre 1960. C'est comme à chaque veille de rentrée scolaire, le dîner le plus solennel de l'année. Georges Moulamba a pris place entre ses deux épouses, Anastasie, la mère de 6 aînés, et Godelive, celle des 2 petits derniers. Les 8 enfants, assis en tailleur, ne bronchent pas. Ils lorgnent avec envie sur le poulet moambé et le saka-saka, mais savent qu'avant de déguster ces plats de fête, il va falloir endurer le sempiternel discours paternel sur les vertus de la scolarité. Julienne, l'aînée, âgée de 16 ans, sur les épaules de laquelle repose le lourd fardeau de devenir la première lauréate de la famille du diplôme d'État, Agnès, 14 ans, et Bernadette, 12 ans, qui fait son entrée au collège, ont adopté l'air contrit propice à ce genre de situation. Pierre, comme à son habitude, ne tient pas en place. Le garçonnet de 10 ans, assis entre ses 2 sœurs cadettes, Marie 8 ans et Geneviève 6 ans, se trémousse littéralement, nerveusement, sur la natte du sol. Godelive, la 2e femme de Georges, tient dans ses bras ses 2 petits, Pontien, 4 ans, et Christian, 2 ans, leur intimant du regard de ne pas s'agiter. Papa Georges se lance enfin dans son sermon. Il parle longuement des sacrifices qu'a dû consentir son propre père, cultivateur de manioc, pour qu'il puisse étudier, de la fierté qu'a suscité dans la famille l'obtention de son certificat d'études primaires, des portes que ce diplôme lui a ouvertes, de son poste actuel de secrétaire de bureau chez Alexander Importation, le plus gros magasin de Louabourg, qui lui a permis de construire cette maison et d'élever dignement ses enfants. Il leur rappelle l'impérieuse nécessité d'étudier, de se comporter de manière irréprochable en classe, de rentrer immédiatement à la maison une fois les cours terminés, et de ne pas traîner le soir dans les rues avec ceux qui ont déserté prématurément les bancs de l'école et qu'il nomme dédaigneusement les manants de Ndécha. Ce laïus, les 3 aînés pourraient presque le réciter par cœur, car il se répète d'année en année. Julienne ose un discret soupir de soulagement. Tandis que papa Georges est en train de conclure, un léger fumet s'élève encore des marmites. Ce qui signifie que subsiste l'espoir d'un repas chaud. Pierre tend déjà sa main vers le plat de saka-saka, mais son père l'interrompt d'un geste péremptoire. « Je n'ai pas terminé, fils. » Et le voilà reparti. Son homélie prend cette fois-ci une tournure politique. Papa Georges prend un air encore plus grave. Il évoque l'indépendance du pays, acquise 3 mois plus tôt, leur parle du mouvement national congolais de Patrice Lumumba, le nouveau Premier ministre et des espoirs de paix, de justice et de liberté qu'il a fait naître. Avec le départ des Belges qui ont fui le pays par milliers ces dernières semaines, la toute jeune République du Congo compte donc sur ses propres enfants pour construire l'avenir. D'où l'importance de l'école. Je ne suis qu'un simple secrétaire, mais demain vous serez peut-être ministre, conclut sentencieusement Papa Georges en posant son regard sur Pierre, dont l'esprit vagabonde depuis de longues minutes déjà et qui acquiesce sans savoir de quoi il retourne. Après le traditionnel bénédicté, le repas peut enfin commencer. Les plats sont froids, mais personne n'ose le faire remarquer. Le lendemain matin, les 6 aînés de la fratrie Moulamba, vêtus de leur uniforme, partent en randonnion vers l'école secondaire protestante de Ndécha. La famille Moulamba est catholique, mais c'est la seule école digne de ce nom dans le quartier. Faisant fi de ses croyances, Papa Georges a donc décidé d'y scolariser tous ses enfants, considérant que l'éducation prime sur la religion. Pierre serre précieusement sa sacoche contre lui et soupire de soulagement une fois tourné le coin de la rue. Il a échappé à l'inspection paternelle.